bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Amis auditeurs de Radio 1, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir l'invité du direct ce matin, M. Nordin Ait Lausin. Nordin Ait Lausin, je pourrais passer un long moment à le présenter. C'est un responsable de Sonatrach, ancien ministre de l'Énergie dans le gouvernement de 91-92 et surtout à la tête de Nalcosa, expert international énergétique basé à Genève, qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre ce matin pour nous éclairer sur la conjoncture pétrolière et énergétique, mais pas seulement, pour nous, y compris nous éclairer sur les enjeux de la transition énergétique dans le monde. Nordin Ait Lausin, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Hassan, et merci pour l'invitation. Alors, on va commencer par là où nous, les Algériens, ça nous parle et ça nous intéresse immédiatement, c'est les revenus du pays, les recettes d'exportation. Le pétrole s'est installé au-delà de $80 depuis quelques semaines. Il y a eu un nouveau budget pour 2022 qui est encore déficitaire, mais qui table quand même sur un prix plus soutenu des cours du pétrole. Est-ce que cette tendance, on est très prudent quand on évoque cela, a des chances de durer? Quels sont les facteurs qui peuvent soutenir dans la conjoncture internationale aujourd'hui du pétrole, du marché pétrolier? Quels sont les éléments qui peuvent soutenir encore quelques trimestres cette hausse des prix qui nous a fait du bien dans les pays producteurs? Merci Hassan pour l'invitation. J'espère en effet que cet entretien éclairera vos auditeurs sur les derniers développements de l'actualité énergétique mondiale et sur les implications pour notre pays. Cette actualité est aujourd'hui dominée par la forte augmentation des prix des énergies fossiles, comme vous l'avez mentionné, mais aussi par les préparatifs de la COP 26 qui doit se tenir prochainement à Glasgow, en Écosse, dans le but de clarifier et de compléter la feuille de route qui doit nous prémunir contre le réchauffement climatique. Pour commencer, je souhaiterais très rapidement passer en revue l'évolution du marché pétrolier, avec un accent sur les raisons pour lesquelles nous avons eu cette situation où les prix du Brent ont atteint plus de $80 le baril et où la BTU gaz a atteint des niveaux records, proches de $30 par million de BTU dans les marchés asiatiques et européens. Certains de ces facteurs sont conjoncturels, alors que d'autres sont structurels. Les facteurs conjoncturels sont liés à la crise sanitaire du Covid, qui a certes épargné la demande en gaz naturel, mais qui a conduit à une baisse considérable de la demande pétrolière de l'ordre de 10 millions de barils jour, suivie d'une augmentation de 5 à 6 millions de barils jour cette année. Vous pouvez peut-être montrer là la slide numéro 1, si cela est possible. Oui, la slide numéro 1. Alors, vous voyez donc sur cette slide que l'augmentation à cette slide provient en effet des principales sources de données que j'utilise, à savoir l'AIE, qui publie régulièrement un document tous les trimestres, mensuel, pardon. L'administration américaine, l'EIA, l'OPEC, le secrétariat de l'OPEC, les dernières prévisions datent d'octobre, datent de moi en fait, elles sont apparues au début de cette année. Et je publie moi également une analyse trimestrielle et j'ai tenu à indiquer ici les dernières prévisions que nous avons faites. Vous voyez donc que pour l'année 2020,
les chiffres se ressemblent beaucoup. Ils dépendent des modèles utilisés par chacune des sources. Nous avons eu en 2020 une augmentation. C'est pas très clair là sur la chose. Hein. On peut, c'est Nordin, en gros, hein, pour bien faire comprendre à nos amis auditeurs, on peut considérer que la chute de 2020 n'est pas effacée par le rebond de 2021. Quand on voit les quatre sources, y compris celle de Nalcosa, de votre bureau d'études, qui est la plus haute en termes de baisse de la demande en 2020, on se rend compte qu'en 2021, la hausse de la demande n'efface pas la baisse de 2020. Et donc, il y a encore une marge de progression pour 2022, ce qui pourrait signifier que les cours du pétrole vont rester soutenus. Il faut simplement remarquer ici que lorsqu'on compare 2022 à 2019, on s'aperçoit qu'on est pratiquement revenu à la demande d'il y a 2 ans. Voilà. Donc, la demande pétrolière mondiale n'a pas tout à fait refait son chemin. Exactement. C'est ce que vous essayez de dire. Exactement. La différence, bien entendu, est allée dans les stocks, quand on compare cela à la production, sur lequel nous reviendrons par la suite. Donc, avec une variation aussi importante entre 2020 et 2021, le système d'approvisionnement énergétique mondial n'a pas été conçu pour des variations aussi brutales. Les stocks normalement constitués pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande et pour amortir, bien entendu, les variations saisonnières, n'ont pas été en mesure d'éviter le déséquilibre, quelquefois même d'éviter la rupture. J'en profite pour passer tout de suite à la slide numéro 2, c'est une slide parallèle qui provient des mêmes sources. Alors là, on se met du côté de l'offre, hein, du côté de la production. Non, on a déjà passé au niveau, voilà, c'est ça, il faut passer à l'offre. C'est la slide numéro 2. Oui. World Production. Voilà. Vous voyez? Donc, simplement pour information, parce qu'on va y revenir par la suite. Parce que pour ce qui est important pour l'OPEP, c'est l'écart entre les deux. Parce que, comme vous le savez, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole continue toujours à se considérer comme le producteur résiduel, c'est-à-dire produire ce dont le marché a besoin. Vous voyez qu'il y a eu, en 2020, une baisse considérable, de l'ordre de 5,5 à 6 millions de barils jour, et on s'attend à ce que l'année prochaine, il y ait une augmentation limitée à, j'arrive pas à voir, 6,2. Alors, tous ces chiffres-là comprennent la production de l'OPEC. Okay? C'est l'ensemble, c'est le monde. Okay? Donc, dans les chiffres qui apparaissent ici, ce sont ce qui reflète la production mondiale. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de chiffres en ce qui concerne le secrétariat de l'OPEP, ni pour octobre, ni pour l'année prochaine. Est-ce que c'est normal? Tout simplement. Non, tout simplement parce que l'OPEP s'interdit de faire des prévisions pour le futur. C'est nouveau, ça. Non, c'est pas nouveau. Vous savez, hein, la production a toujours été considérée comme, pendant très longtemps, un secret, et comme d'ailleurs les réserves. Et nous avons bien entendu la production de l'OPEP jusqu'au mois précédent. Vous pouvez trouver dans la documentation de l'OPEP la production de chacun des pays jusqu'à fin septembre. Celle d'octobre et des mois suivants n'apparaît pas, ni d'ailleurs celle de l'année prochaine. Alors, ce qu'on peut déjà capter de cette colonne de droite, pour 2022, ce qui nous intéresse, la prospective, c'est que le rebond de la demande est inférieur au rebond de l'offre. Il y aura plus de pétrole sur le marché que ce que proposent les pays demandeurs, la consommation. Effectivement. Donc, de certains côté, on peut considérer que la balance est en train de s'améliorer. Elle est en train de s'améliorer. La différence entre
la slide, la première, la deuxième, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est allé dans les stocks et ce qui confirme donc que l'OPEP est sur le point d'éliminer les stocks importants qui ont été réalisés pendant la débâcle du début de l'année dernière. Ce qui veut dire, en termes d'évolution des prix, que le gros de la hausse est déjà derrière nous? Non, je vais arriver à cela si vous permettez, Bien une fois sûr. que j'aurai terminé de développer ce que j'appelle les facteurs conjoncturels inattendus, parce qu'il n'y a pas que des facteurs liés au Covid, il y a des facteurs inattendus qui sont intervenus pendant essentiellement cette année. Alors, les facteurs inattendus résultent du système planétaire qui n'est pas en mesure de s'adapter rapidement à une expansion soudaine de la croissance économique qu'on a connue cette année, de l'ordre de 6 à 7%, et qui est venue après la récession que nous avons connue l'année dernière. Vous voyez, des lacunes sont apparues au niveau des infrastructures de transport, du manque de main-d'œuvre qualifiée. Vous avez certainement entendu parler de problèmes des routiers en Angleterre. On n'arrive pas à livrer le pétrole aux stations parce qu'on ne trouve pas de chauffeurs pour conduire ces camions. On n'a pas tellement. Il y a eu également l'incidence du Brexit. Mais il y a eu donc ces facteurs. En outre, on peut sauter qu'il y a eu une rareté dans certains minéraux et métaux particulièrement indispensables à la bonne marche du système énergétique mondial. Vous voyez, de sérieuses perturbations sont apparues dans le cycle traditionnel des échanges internationaux, ce qui a bien entendu, on en parlera peut-être plus tout à l'heure, ce qui a ravivé l'activisme des spéculateurs. Jusque-là, j'ai évoqué les facteurs conjoncturels, auxquels on peut également ajouter des incidences sur le climat. Nous avons eu un hiver particulièrement rigoureux l'année dernière, l'année dernière et également cette année. On verra par la suite l'effet de ces transitions. Alors, pour bien comprendre encore une fois, pour nos amis auditeurs, les effets que vous avez cités, Nordea là aussi, ce sont plutôt des effets qui ont créé une tension sur le marché et donc plutôt poussé les cours vers le haut en 2021. Donc la difficulté à s'adapter à la relance économique, au rebond économique, les tensions au niveau logistique, etc., ont créé un sentiment de possible pénurie, de rupture de la chaîne d'approvisionnement, qui ont joué dans le sens de la hausse des prix. On est bien d'accord. Mais ils sont transitoires, parce qu'ils sont conjoncturels. Très bien. Très bien. Il faut maintenant regarder les facteurs structurels, beaucoup plus importants, qui peuvent avoir un effet, non seulement sur le court terme, mais à plus long terme. Alors, les facteurs structurels, eux, sont liés à la transition énergétique. Les principaux opérateurs de l'industrie investissent moins dans les énergies fossiles et davantage dans les énergies nouvelles. De par leur intermittence, le solaire et l'éolien n'offrent pas la garantie d'un approvisionnement électrique stable et régulier. D'où le retour, ces derniers mois, retour temporaire au pétrole et au charbon. D'ailleurs, c'est ce qui explique un peu l'écart que nous avons, nous, par rapport à la demande pétrolière mondiale. Nous n'avons pas encore intégré dans nos estimations la demande supplémentaire qui sera, la demande en pétrole supplémentaire qui sera due au fait qu'on est revenu un petit peu tempérairement à l'utilisation du pétrole et du gaz naturel. Voilà. L'exemple le plus frappant dans cette affaire, en ce qui concerne l'intermittence et le manque de régularité de l'approvisionnement en énergie nouvelle, c'est celui de la Chine, qui, comme vous le savez peut-être, connaît aujourd'hui de sérieuses pénuries d'approvisionnement électrique.
malgré ses progrès considérables dans le domaine des énergies renouvelables. Vous savez que la Chine est le premier producteur d'énergie renouvelable dans le monde. Le déclin avéré de sa production de charbon l'oblige aujourd'hui à faire appel au gaz naturel, quel qu'en soit le prix. Et comme tous les systèmes d'approvisionnement en énergie sont interconnectés, ce qui se passe en Chine a un impact évidemment sur l'Europe. Comment on peut interpréter ça de manière un peu plus explicite pour le public? Il y a des retards dans la transition énergétique vers le renouvelable qui est en train de profiter, on va dire conjoncturellement, mais on ne sait pas si ça va durer, au maintien de la production des hydrocarbures. En fait, bien entendu, mais il ne faut pas s'emballer. Je n'ai couvert que la situation présente à long terme. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Il y a actuellement un débat qui a lieu en ce qui concerne l'incidence de l'envolée des prix des hydrocarbures, des énergies fossiles actuelles et les raisons pour lesquelles nous avons connu cette augmentation. Certains l'attribuent clairement au fait que c'est dû à la transition énergétique. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'elle est due au désordre temporaire peut-être provoqué par le développement des énergies nouvelles. D'autres ne sont pas d'accord, ils considèrent au contraire que c'était quelque chose qu'il fallait prévoir, que la transition énergétique n'allait pas assurer du jour au lendemain un approvisionnement régulier et que par conséquent, il ne faudrait surtout pas arrêter l'accélération de la transition énergétique. C'est un problème qui est actuellement en cours et qui sera probablement débattu à la prochaine réunion de la COP 26. Voilà en ce qui concerne, si vous voulez, les remarques liminaires que je voulais faire avant d'attaquer dans le détail le marché pétrolier, où il va, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va et combien de temps ça va durer, c'est-à-dire la question que vous avez posée tout à l'heure. Oui, que je vais poser tout de suite d'ailleurs dans le dîner là aussi. Nous, vu d'Alger, on a pris l'habitude, peut-être un peu paresseuse, de suivre un peu le train de l'évolution des prix et de chercher le point à partir duquel le schiste américain revient sur le marché en force et retire à nouveau vers le bas les cours et donc casse la stratégie de l'OPEP+. Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée sur est-ce que d'abord ça continue à être opérant comme facteur aujourd'hui, ou est-ce qu'on a intégré dans l'offre mondiale de pétrole et en général de pétrole et de gaz la présence désormais des exportations américaines qui font que la variation du prix ne dépend plus tellement du coût de production du schiste américain? Non, c'est justement une des questions que je vais aborder en examinant un petit peu les raisons pour lesquelles nous avons eu, plus particulièrement en ce qui concerne la pâte pétrolière, l'évolution qu'on a eue depuis quelque temps. Et je suis bien conscient du fait que chez nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est combien de temps ça va durer. Et c'est là le problème que je vais également essayer d'aborder en regardant pas le très long terme, mais ce qui risque d'arriver, disons, l'année prochaine, par exemple. Voilà. Alors, comme vous le savez, le marché pétrolier, lui, dépend essentiellement des décisions de l'alliance OPEC+. Bien entendu, il y a toujours l'effet des spéculateurs, mais au départ, c'est essentiellement ce que le groupe des producteurs OPEC+, a l'intention de faire. La remontée récente des cours du Brent à plus de $80 le baril est le résultat d'une meilleure coordination entre les membres de ce groupe, et plus particulièrement d'une entente pragmatique entre l'Arabie saoudite et la Russie, qui s'entendent mieux, qui se parlent, au lieu de se faire la guerre, comme ça a été le cas il y a quelque temps,
même si leurs intérêts respectifs à long terme ne sont pas nécessairement convergents. Nous laissons ça pour plus tard. Mais à la limite, il est clair que le groupe fonctionne bien. Par exemple, le groupe des 10 pays de l'OPEP, les 10 pays qui sont soumis à la contrainte des quotas, c'est-à-dire en dehors des 3 pays qui sont encore libres de produire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le Liban, l'Iran et le Venezuela. Mais si on s'en tient au groupe des 10, la Libye, le Venezuela. la Libye, pardon, effectivement, oui. Si on s'en tient au groupe des 10 soumis au quota actuellement, eh bien, et là, j'aurais besoin de la slide 3. Numéro 3, si vous pouvez la montrer, si on peut la lire, voilà, très bien. Eh bien, ce groupe des 10 a honoré son engagement de réduire de 5 millions de barils jour la production collective, sa production collective pour atteindre le niveau de 23 millions de barils jour arrêté en avril 2020. Vous voyez tout à fait à gauche la première colonne, ça c'est les quotas de chacun des pays de l'Europe, de l'OPEC des 10, vous les voyez. Le montant est de 23 millions de barils jour, ça c'était ce qui avait été prévu en avril 2020. Objectif, target. Voilà, c'était le target. Et puis séparément, bien entendu, il n'y avait pas d'objectif pour l'Iran, pour la Libye ou pour le Venezuela, c'est clair. Vous voyez que lorsqu'on regarde la 3e colonne, ces objectifs tels qu'ils ont été modifiés par les différentes réunions mensuelles que l'organisation a eues ces derniers temps. Vous voyez qu'il y a une légère augmentation pour les pays qui sont capables de produire davantage. Oui. Par exemple, l'Algérie. Oui, c'est 24 millions pour le total, ça donne 24 millions de barils jour. Ça, c'est le nouveau, c'est l'addition des nouveaux targets. Okay? C'est ça. Et, compte tenu des prévisions que je fais régulièrement, je m'attends à ce que la production sera de 23,7 millions de barils jour. Autrement dit, le groupe des 10 produit actuellement ou s'apprête à produire une quantité légèrement inférieure aux objectifs eux-mêmes de production. Vous voyez, 24,05 par rapport à 23,70. Ceci est dû au fait que, alors que la majorité des pays sont en mesure de respecter leurs quotas, certains d'entre eux ne sont même pas capables d'atteindre leurs quotas. C'est le cas en particulier de l'Angola et du Nigeria. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, en matière de quotas, le groupe des 10 et le groupe d'OPEC Plus dans son ensemble a quand même réussi à respecter ses engagements. Et ça, je crois que c'est une des questions que vous avez posées, c'est que le système mis en place par l'OPEC et le groupe 13 a été renforcé pour assurer une meilleure stabilité. Il y a eu des réunions mensuelles qui permettent donc à l'organisation, au groupe, de se voir régulièrement et de rectifier le tir. Il y a eu la possibilité pour les pays qui ont dépassé leur quota de faire du rattrapage, et donc qui leur permettait d'avoir un peu plus de temps pour atteindre les objectifs. Et enfin, il y a eu, le problème est réglé aujourd'hui, plus de définition dans les quotas eux-mêmes. Pendant très longtemps, on s'est posé la question pour la Russie et le Nigeria. Bon, ils ont été négociés, c'est longtemps ils étaient négociés pour exclure des quotas le problème du condensat.
je ne sais pas si vous avez suivi cela, ça a toujours été le cas. L'OPEC n'a jamais pris en compte les condensats dans les quotas. Pour une simple raison que les condensats sont très souvent liés à la production de gaz naturel et on ne peut pas se permettre de modifier la production de gaz naturel compte tenu des besoins électriques dans ces pays. Alors, voilà en ce qui concerne. Oui. Nordin Laoussine, je voulais quand même votre avis. Est-ce que vous trouvez que les Saoudiens ont tiré des conclusions de leur épisode de 2016, de la guerre qu'ils ont déclarée, on a mis un moment pour le comprendre, mais enfin, c'était bien le cas, au schiste américain en ouvrant le robinet de la production. Et on s'était rendu compte en fait qu'il y avait une résilience de la production américaine qui faisait que sortir le gaz et le pétrole de schiste du marché nécessitait une dépression du marché pétrolier pendant très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, cette collaboration avec la Russie, cette régulation du marché, etc., n'est pas le fruit d'une lecture a posteriori peut-être critique de cette guerre des prix qui avait été déclarée, cette défense de part de marché qui avait été déclarée par les Saoudiens, notamment à l'arrivée de Mohammed Ben Salman il y a quelques années. Vous savez, compte tenu des dégâts qui ont été provoqués par la débâcle du début de l'année dernière, qui a été d'ailleurs exacerbée par le Covid, pas oublier cela. La déclaration de la guerre des prix par l'Arabie Saoudite, malheureusement, est intervenue un peu avant le Covid. Et même l'Arabie Saoudite s'est aperçue quelque temps après que c'était une grave erreur. Et personne ne pouvait prévoir que le Covid allait avoir des conséquences aussi importantes. C'est l'époque où nous avons vu que le prix du Brent était descendu à $20, je crois, même par moment à près de $10. Là, c'était la période du fameux prix négatif qui avait scandalisé tout le monde. Donc, compte tenu de l'importance de ces conséquences, il aurait été vraiment inimaginable que l'Arabie Saoudite et même la Russie ne tiennent pas compte des enseignements de cette débâcle. Je crois que l'accord qui a été fait juste après, c'est-à-dire en avril 2020, tient compte du fait que l'Arabie Saoudite a réalisé qu'il ne lui était plus possible d'imposer son point de vue. Et que les pays producteurs en avaient marre de cette attitude de l'Arabie Saoudite de prendre des décisions unilatérales chaque fois que les autres membres ne sont pas d'accord avec elle. Par contre, l'URSS, elle, a appris que lorsque le marché est chancelant, il vaut mieux être avec l'Arabie Saoudite que contre elle. La Russie s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas s'opposer dans des conditions de marché fragile à l'Arabie Saoudite. Donc il est clair que les deux pays, les deux leaders du groupe des 13, ont appris les leçons de cette expérience dramatique. Et ça, c'est plutôt un bon signe pour l'avenir, parce que une bonne discipline au sein de ce groupe nous laisse penser qu'on défendra quand même les prix de manière plus efficace. Effectivement. La question est de savoir si cette attitude réciproque de l'Arabie Saoudite avec la Russie est cohérente avec les objectifs à long terme de chacun de ces pays. Ce sont tous les deux de gros pays producteurs, un pays qui a pratiquement peut-être pas de capacité excédentaire, à savoir la Russie, et l'Arabie Saoudite, on en parlera peut-être cela tout à l'heure, qui non seulement a une capacité excédentaire, même aujourd'hui, un volant de l'ordre de 2 millions de barils jour,
qu'elle s'apprête à augmenter avec des plans précis. Donc oui, effectivement, le fait que l'Arabie saoudite et la Russie s'entendent mieux, c'est mieux pour le groupe. Et ça permettra au moins de défendre le prix, disons, d'une façon un peu plus pratique que celle qu'on a eue jusqu'à présent. Mais il ne faut pas oublier le fait qu'à long terme, il n'est pas nécessairement dit que l'Arabie saoudite et la Russie ont des intérêts convergents. Il faut garder ça à l'esprit. Alors, c'est quoi l'intérêt divergent? C'est justement le fait que l'Arabie saoudite a de très grosses réserves et qu'une accélération de la transition énergétique qui nous oblige, pays producteurs, à laisser du pétrole et du gaz sous le sol, c'est quelque chose qui n'est pas aussi tout à fait peut-être le cas de la Russie. Sur ce cas-là, l'Arabie saoudite est plus conservatrice. La grosse différence entre les deux, c'est que l'Arabie saoudite n'est pas diversifiée sur le plan économique et que la Russie l'est. Le gros problème revient à cela. L'URSS a besoin de revenus, mais pas autant que l'Arabie saoudite. Tout simplement parce que l'Arabie saoudite, malgré ses richesses, n'est pas diversifiée. Elle va se battre jusqu'au bout pour maintenir la production de pétrole. Est-ce qu'elle réussira, elle, seule, ou avec l'aide des autres pays qui vont être pénalisés par la transition énergétique? C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui. Nordin Aglaoussine, on va se risquer quand même, au vu de ce tableau et de ces éléments, sur un pronostic sur les cours en 2022, plutôt oui. Haussier, plutôt stable. On est sur un trend qui va se maintenir ou il devrait y avoir un retournement au-delà du deuxième semestre? Alors j'y arrive. Auparavant, je voulais quand même rappeler que le succès de l'alliance OPEC+, dans la restauration du marché aux conditions qui prévalaient avant la débâcle de la guerre des prix de mars 2020, qui a été exacerbée, comme je l'ai dit, par la crise sanitaire. Ce succès a été réalisé au prix d'une baisse importante de sa part de marché. On a réussi à ramener le marché aux conditions de 60-70 $ connues il y a 2 ans, mais lorsqu'on regarde la part de marché de ce groupe, on s'aperçoit qu'on a perdu. Est-ce qu'on va continuer à perdre ou non? Et c'est là que je souhaiterais vous montrer la slide numéro 4. Si vous pouvez la montrer. Voilà. Oui. Alors, son titre, c'est le Call on OPEC Crude Oil. Oui. C'est l'expression utilisée par les analystes pour définir ce que l'OPEP doit produire pour stabiliser le marché. C'est la variable résiduelle. Une fois qu'on a vu la demande mondiale, slide numéro 1 de tout à l'heure, une fois qu'on a regardé les prévisions de production mondiale, on détermine ce que l'OPEP doit produire pour stabiliser le marché. Ça fait partie, donc, des négociations de l'OPEP lorsqu'il s'apprête à s'engager dans une procédure de stabilisation du marché. Alors, vous remarquerez que la part qui est revenue à l'OPEP, parce qu'il y a quand même le passé, la part qui est revenue à l'OPEP en 2019, je parle de l'OPEP et pas de l'OPEC+. Ça comprend l'Iran, la Libye et le Venezuela, a été de 29 millions de barils jour. En 2020, la catastrophe l'a conduite à 22,6 millions de barils jour. Une perte considérable. Oui. L'écart, vous le voyez, entre les deux. Quasiment 6 millions de barils.
on constate qu'il y a une amélioration. Parce que l'OPEP a commencé à ouvrir le robinet. Et ce qu'elle fait actuellement, n'est-ce pas? Et les prévisions pour 2022, qui dépendent des slides précédentes, démontrent qu'il y a un genre de consensus pour une demande de pétrole OPEC de l'ordre de 27,5 à 28 millions de barils jour. Donc, on a réussi à ramener le prix du pétrole à un niveau, entre guillemets, convenable comparé à ce que nous avions avant la crise, cette année. Mais nous n'avons pas beaucoup d'espoir, ou les prévisions tablent sur pratiquement une stabilisation de cette part de marché autour de 28 millions de barils jour, qui est inférieure à la demande de l'OPEP de 2019. Plus grave que cela, il s'agit en fait, je parle de la demande en ce qui concerne 2022. Oui. Elle n'est pas seulement inférieure à 2019, mais elle est inférieure à la part de marché de l'ordre de 30 millions de barils par jour, atteint en moyenne au cours des 15 dernières années. Même si on prend en compte les changements intervenus au sein de l'organisation, avec l'entrée du Congo, l'entrée du Gabon et de la Guinée équatoriale, et bien entendu, le retrait de l'Équateur. On est loin des 32,5 millions de barils jour qui constituait l'objectif, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'accord d'Alger de septembre 2016. Oui, sous la houlette de Nordine, du ministre de l'énergie algérien, Nordine Bouterfa, qui était le maître de cérémonie là, cette réunion à Alger. Il y a eu la plus forte réduction de production de l'OPEP, 4 millions de barils par jour, qui avait rattrapé en grande partie la chute des prix. Ma question, c'est quand même, est-ce que c'est pas le prix à payer, est-ce que c'est pas le prix à payer pour défendre des prix rémunérateurs que d'accepter que la part de l'OPEP dans l'offre mondiale descende de 32 à 28 millions de barils par jour? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut finalement accepter? Pour nous, l'Algérie, ça ne change pas grand-chose. Hein. Oui, bon, c'est vrai. Il est clair que, non, je ne peux pas être contre l'idée d'une réduction de la production pour équilibrer le marché. Non, c'est le seul moyen qu'ont les pays producteurs pour essayer de stabiliser leurs revenus. Le problème n'est pas dans le principe. Le problème est dans la répartition de l'effort. Entre l'Arabie saoudite, par exemple, et les autres pays. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on est arrivé à revenir aux conditions qui existaient avant. Mais on perd sur la part de marché. Et on continuera à perdre sur la part de marché en fonction des niveaux de prix fixés par l'organisation. Voilà ce qu'il faut retenir. Et des niveaux de prix qui sont en hausse, ce sont de nouveaux acteurs qui rentrent ou qui reviennent sur le marché et qui vont continuer de faire baisser la part de l'OPEP. Certainement. Il y a bien entendu l'effet de la capacité de chacun. Bon, on peut très bien tabler sur le fait qu'il y a un certain nombre de pays qui n'arriveront peut-être pas à augmenter leur production. Par contre, il y en a d'autres, et j'y reviendrai tout à l'heure lorsqu'on parlera de la transition énergétique. Mais ce qui intéresse notre pays aujourd'hui, c'est ce qui peut arriver l'année prochaine. Vous voyez, l'autre question, c'était combien de temps ça va durer. C'est vrai qu'actuellement, nous avons des prix confortables. Combien de temps ça va durer?
Moi, personnellement, je ne vois pas les prix maintenus à ce niveau-là pendant très longtemps. À court terme, je m'attends à un léger fléchissement du cours du Brent. Il y a 3 raisons fondamentales pour cela. Il y a 3 défis que les pays producteurs du groupe des 13 doivent prendre en considération et essayer, bien entendu, de faire face aux défis qui vont se présenter. Il y en a 3. Le premier, c'est l'évolution toujours incertaine de la demande en raison des effets résiduels de la pandémie au sein des pays riches, parce que même dans les pays de l'OCDE, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit, et d'une vaccination inadéquate dans tous les pays en voie de développement. On ne peut pas dire qu'on a atteint un point où on peut oublier le Covid. Pour revenir, compte tenu de cette incertitude d'ailleurs, et de la remontée des cours dont on vient de parler, le FMI a récemment réduit ses prévisions de croissance économique pour l'année prochaine. Donc, il y a un problème au niveau de la demande. Et les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure pour 2022 risquent de ne pas se réaliser. Le deuxième défi, c'est l'augmentation continue de la contribution des énergies renouvelables dans le secteur du transport et de la génération de l'électricité. On a parlé de la transition énergétique. À mon avis, la COP ne prendra certainement pas la décision de ralentir le rythme de la transition. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont sur son agenda, qui sont très importants également, mais je ne vois pas la COP 26 décider de réduire le train où vont les choses. Et donc, on doit s'attendre à ce qu'il y ait une contribution plus grande des renouvelables dans le secteur du transport et dans le secteur de la génération d'électricité. Troisième point fondamental auquel les pays de l'OPEP devront donc affronter, c'est l'accélération de la production non OPEP en raison de la remontée des cours du Brent, notamment les pétroles de schiste US qui vont progressivement combler leur retard. C'est vrai que cette année, nous avons été un peu surpris par le fait que le schiste n'est pas revenu brutalement, le pétrole de schiste américain, mais lorsqu'on regarde les prévisions pour l'année prochaine, on constate qu'effectivement, il y a toute une série de décisions qui ont été prises pour préparer l'augmentation de la production américaine. Très bien. Alors, pour conclure sur ce point, si ces études ne sont pas correctement pris en charge, les marchés financiers à terme, je parle des spéculateurs ici, pourraient en profiter pour liquider leur position longue qu'ils ont actuellement et renverser la tendance. Une telle personne pourrait mettre un terme à l'augmentation de la production OPEC+, donc d'arrêter d'augmenter la production, ce qu'ils ont fait régulièrement depuis quelques mois, et pourrait même nécessiter de nouvelles restrictions volontaires de production en cas d'augmentation significative des exportations de l'Iran et de la Libye. Il serait donc, à mon avis, risqué de tabler sur le maintien des cours actuels à moyen terme. C'est bien noté. Voilà. C'est très clair, c'est bien noté. On a consacré plus de temps que prévu à la conjoncture du marché pétrolier. 40 minutes. On va quand même dire un mot sur le marché gazier en un peu plus condensé quand même, parce que nous allons revenir aux enjeux stratégiques de la transition énergétique et tels qu'ils vont s'exprimer dans la COP 21 à partir du 31 octobre prochain à Glasgow, Northern Basin.
le marché gazier qui nous intéresse en particulier, nous, Algériens, l'unité thermique du gaz est très chère. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le gaz redevienne beaucoup plus rémunérateur? On a connu une dépression de plusieurs années. Heureusement que l'Algérie était protégée par les contrats de longue durée, qui sont d'ailleurs devenus des contrats de moyenne durée, de 8 à 12 ans. Mais aujourd'hui, ce marché-là est un peu moins lisible qu'il n'était avant. Oui, on va essayer de résumer un petit peu l'évolution du marché du gaz naturel. C'est possible, à mon avis, parce qu'il n'y aura pas de slide à montrer. Okay. Donc, c'est pas ce qui a pris le plus de temps. Je vais aller directement au vif du sujet. Donc, les facteurs conjoncturels à l'origine de l'explosion récente des prix du gaz naturel, à mon avis, sont maîtrisables à court terme. Je les passe en revue. C'est-à-dire ce qui a provoqué cette flambée des prix du gaz qui court toujours aujourd'hui, les facteurs qui l'ont provoqué, un facteur conjoncturel. Premièrement, on s'attend certes à une augmentation continue de la demande pétrolière, demande gazière, mais quand même à un niveau plus modeste. Nous avons eu une augmentation cette année de l'ordre de 3 ou 4%, même un peu plus pour l'Europe. Et pour l'année 2022, on s'attend à une modération, si vous voulez, de la demande, de quand même 2%, qui est important, dont la moitié proviendrait des besoins asiatiques, notamment en raison de la substitution du gaz au charbon et au pétrole dans la production de l'électricité. C'est un domaine acquis. Plus de demande, mais ralentissement du taux de croissance de la demande. On s'attend également à une augmentation des approvisionnements, notamment de GNL américains. Vous savez, l'économie d'exportation de GNL américains n'était pas tout à fait garantie. Certainement, on a eu un arrêt complet des exportations de GNL américains, une bonne partie de cette année et même vers la fin de l'année précédente, avec les prix que nous avons aujourd'hui, les prix du gaz, qui sont, bien entendu, qui ne vont pas être maintenus à ce qu'ils sont, mais qui sont nettement plus profitables. Il faudra s'attendre à une remontée considérable de la production du GNL américain à destination, bien entendu, des pays asiatiques. Il reste alors, une fois que vous aurez tenu compte de ces deux éléments, donc une demande plus modeste, une augmentation de la production de GNL américain, reste le problème de la question du niveau actuellement bas des stocks, essentiellement en Europe. J'avais dit tout à l'heure que nous avons eu un hiver rigoureux, 2 fois de suite. Ça a été l'occasion de réduire considérablement les stocks qui étaient constitués pour faire face aux pénuries. La remontée des stocks qui devait normalement avoir lieu au printemps et en été n'a pas eu lieu. La situation, à mon avis, pourrait redevenir confortable si la Russie accepte d'augmenter ses exportations. À mon avis, la Russie ne peut pas se permettre de ne pas profiter de l'embellie actuelle du prix du gaz. D'autant plus qu'elle est persuadée, comme tous les analystes, que les prix du $30 par million de batteries, ça ne va pas durer longtemps. Donc il est clair que la Russie va augmenter ses exportations, ce qui va atténuer les pressions sur les stocks. Et cette attitude est confirmée en fait par le fait que Gazprom, qui jusqu'à présent avait toutes les raisons valables de ne pas augmenter ses exportations à travers vers l'Europe,
parce que jusqu'à présent, elle a été obligée, ou elle s'en est tenue aux conditions de vente contractuelles qu'elle a avec ses gros clients, Gazprom a récemment indiqué qu'elle était disposée à augmenter ses exportations vers l'Europe à l'effet justement d'atténuer la pression qui se porte sur les stocks. Nordin Aitla aussi, je ne peux pas ne pas vous poser cette question au moment où les NOC, les compagnies nationales, essaient de profiter justement de cette conjoncture haussière du marché gazier. $30, le million de BTU, c'est très très haut. Nous, on est dans une phase en Algérie où Sonatrach risque d'avoir à moins exporter 2 milliards de mètres cubes flottants sur la péninsule ibérique du fait de l'arrêt de l'utilisation du gazoduc du GME via le Maroc. Alors, on a entendu M. Hakkar, le PDG de Sonatrach, dire que s'il y avait une demande supplémentaire des clients en Espagne, qui en fait est là, c'est un renouvellement de contrat et il devrait avoir lieu. Et il y a la possibilité d'approvisionner ce marché-là par le GNL. Or, on vient de vous entendre dire que le GNL américain va revenir sur le marché avec ce niveau de prix. Et donc, ces 2 milliards de dollars qu'on exportait précédemment par le GME et qu'on devrait exporter par les méthaniers à partir d'Arzeux pourraient être supplantés par du GNL américain, voire qatari ou de tout autre provider. C'est un risque qu'on doit considérer. C'est clair. Tout d'abord, ce changement en ce qui concerne nos relations avec le Maroc dans le domaine du gaz naturel, à mon avis, c'est pas encore fait. À mon avis, c'est pas encore fait, officiellement. D'accord. Il a supposé qu'effectivement, la décision est prise de ne plus exporter du gaz à travers le Maroc. Il y a effectivement le fait qu'on a prévu une extension du Medgaz. Jusqu'ici, je ne pense pas que ceci créera des problèmes, sauf que le Medgaz n'est pas disponible pour remplacer toutes les quantités qui traversaient le Maroc. Ça, nous le savons. L'aspect du marché international du gaz ne peut pas ne pas évoluer. Nous avons perdu beaucoup dans une période où il y avait un surplus, notamment provoqué par le GNL américain, comme nous avons eu au début de cette année, et peut-être même aujourd'hui, une augmentation considérable de nos ventes. C'est dû à la conjoncture gazière internationale. Il est vrai qu'aujourd'hui, si on a la capacité d'exporter davantage, ce qui reste à déterminer, on devrait le faire au maximum, à condition de trouver des moyens d'écouler notre gaz vers l'Europe. On sait qu'on ne peut pas le faire par l'Ouest, mais nous avons quand même une capacité excédentaire vers l'Est, vers l'Italie. Il faudra bien entendu s'assurer d'une part que nous ayons des quantités supplémentaires à exporter et d'autre part qu'on trouve des marchés de ce côté-là, c'est-à-dire l'Italie vers l'Europe. Vous savez, beaucoup de choses ont changé en matière de commercialisation du gaz naturel. Il fut un temps où on ne pouvait pas vendre si on n'avait pas un contrat à très long terme. Tous les éléments du contrat sont fixés pour équilibrer les problèmes, des problèmes tant pour le consommateur que pour le vendeur. Aujourd'hui, on vend des quantités importantes en matière de spot. On n'a pas besoin de contrats à très long terme. Il suffit tout simplement de s'organiser, créer une plateforme de vente, et vous pouvez, une fois que la BTU est entrée dans le tuyau qui nous emmène en Italie, une fois qu'elle arrive sur le marché italien, vous savez, la BTU Gaz est intelligente, elle trouvera son chemin dans le marché européen.
D'ailleurs, une bonne partie des exportations russes se font de plus en plus, non seulement dans le cadre de contrats à long terme, mais là aussi a créé sa plateforme de vente spot. Et elle a vendu des quantités importantes sans avoir à signer de contrats à long terme. Donc nous sommes en mesure, d'une part, bien entendu, de produire et donc d'exporter davantage. Si nous en avons, et ce serait tant mieux. Alors, si nous en avons les moyens, c'est une vraie question. Enfin, la taux de croissance de la consommation domestique de gaz naturel reste préoccupante en Algérie. Il y a beaucoup de gaspillage. Ce n'est pas que le signe d'une croissance économique vigoureuse. C'est un des thèmes de la transition énergétique, on va y arriver. Mais il y a, on a noté que le président de Sonatrach, M. Hakkar, a évoqué surtout les réserves de très long terme, les réserves de gaz de schiste. Est-ce que vous y croyez, vous, Nordine Aïtlaoussine, à cette possibilité de remplacer l'affaiblissement de la production et des réserves algériennes en gaz naturel par le gaz de schiste? Écoutez, je ne pense pas que les prix intéressants que nous avons aujourd'hui persisteront jusqu'au moment où nous serons en mesure d'exporter du gaz de schiste. Le gaz de schiste, vous savez, notre politique en matière de développement du gaz de schiste n'a pas été soutenue, contenue. Elle a eu énormément de modifications. Il y a eu une période où nous avions parlé de la nécessité de commencer à faire des études et pour nous préparer à une augmentation considérable. Les cellules sont là, les réserves sont là. À la suite de la faiblesse des prix du gaz que nous avons eu ces dernières années, nous avons mis de côté carrément ce problème. On n'en parle plus. Mais il reste que c'est une réserve qui est là, qui est disponible, qu'on peut développer. Les technologies pour le développer existent. Si les prix du gaz naturel retiennent un petit peu de leur vigueur actuelle, il ne s'agit pas de les maintenir à $30 par million de BTU, qu'ils reviennent à des niveaux de l'ordre de 10-12 $ par million de BTU qu'on avait à l'esprit. À ce niveau-là, le développement du gaz de schiste que nous avons reste très problématique. Ça dépend, bien entendu, du coût du développement, si nous sommes en mesure ou non de faire appel à des partenaires étrangers. Mais une tendance qui consisterait à maintenir le prix proche des niveaux actuels pourrait redonner vie au développement des gaz de schiste. Il ne faut pas l'exclure totalement. On ne peut pas se permettre de l'exclure totalement. Voilà en ce qui concerne, si vous voulez. Alors ça, c'est l'approche prix, mais il y a une autre contrainte qui peut effectivement devenir encore plus problématique, c'est la taxation des produits carbonés, des produits avec une empreinte carbone lourde. C'est ce qui nous pend au nez avec la Covid-26 dans l'avenir. Et donc, de continuer à orienter notre énergie vers la production de plus en plus d'énergie fossile peut devenir problématique. Et nous n'avons pas le sentiment qu'en Algérie, ce soit quelque chose qui soit réellement pris en charge. Vous vous dites qu'il faut faire très attention. Dès la COP26, c'est quelque chose qui peut intervenir rapidement, que de taxer les importations pour les pays consommateurs des produits qui ont une forte empreinte carbone, ce qui va porter atteinte à nos exportations. Je vois, Hassan, que vous voulez vous assurer qu'on va aborder cette question-là, mais je n'ai pas terminé mon exposé en ce qui concerne le gaz naturel. Ah, d'accord. C'était une manière subtile de suggérer une transition. On va finir sur le gaz naturel et promettez-moi de répondre à cette question ensuite. Bon, je termine pour le gaz naturel et je vais écourter un petit peu. Parce que nous avons parlé jusqu'à présent que de la situation à court terme et à moyen terme. À long terme, il est clair que le gaz a de beaux jours devant lui.
Nous avons toujours dit cela depuis le temps que nous avons fait les premiers pas de vente du gaz naturel sur le marché international. Nous avons même mis au point, nous avons inventé une méthode nouvelle, il y a bien longtemps, avec les contrats T-Corpé, que vous connaissez probablement, qui ont bien entendu subi des modifications. D'ailleurs, dans le cadre de la transition énergétique, il est question probablement de revenir pour essayer de calmer les prix hauts du gaz naturel actuellement, de revenir aux anciennes méthodes traditionnelles de T-Corpé pour T-Corpé, ça oblige le client à faire ses enlèvements pour tous les volumes contractuels déjà engagés. Oui, oui, ça a duré pendant très longtemps. C'est à partir de cela que nous avons atteint le niveau le plus élevé d'exportation de gaz naturel algérien, à 65 milliards de mètres cubes dans les années 2008 ou un peu plus tard. Effectivement, il est question de revenir. Je ne dis pas que c'est fait. Il est question de revenir. C'est une des questions qui va être abordée. Et d'ailleurs, l'Union européenne, la semaine dernière, a essayé de suggérer une réflexion là-dessus. Ce n'est pas fait, mais il est fort possible qu'on revienne à l'ordre ancien en ce qui concerne les transactions de gaz naturel. D'ailleurs, la Russie, elle, continue toujours, tout en ouvrant une plateforme pour vendre spot, continue toujours à maintenir ses contrats de très long terme auxquels elle accorde beaucoup d'attention. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à long terme, le gaz naturel a un meilleur avenir que le pétrole. Lorsqu'on regarde les prévisions de long terme qui ont été faites un peu partout, alors qu'on s'aperçoit, alors qu'on s'attend, à ce qu'on atteindra le pic de la demande pétrolière. Le pic, ça veut dire qu'il arrivera à un moment, au-delà des slides que je vous ai montrés tout à l'heure, où la demande pétrolière mondiale va plafonner et ensuite entamer son déclin irrémédiable. Je me place toujours dans le cadre actuel qui envisage une neutralité carbone à 2050. Nous reviendrons sur ce point-là plus tard, quand on parlera de la COP 26. Alors donc, on s'attend à un pic de la demande pétrolière autour de 2030, c'est-à-dire dans 10 ans. Les analyses à long terme qui ont été faites jusqu'à présent prévoient que le pic du gaz naturel sera atteint beaucoup plus tard. Bien entendu, ça varie d'une source à l'autre. BP, dans les scénarios les plus extrêmes, vous savez que dans les grandes sociétés, les grands analystes regardent souvent, quand ils ne savent pas où vont les choses, ils regardent plusieurs scénarios. Il y a le scénario doux, il y a le scénario moyen, et il y a le scénario extrême. Dans leur scénario extrême, c'est-à-dire basé sur la neutralité carbone à 2050, pour l'AIE, ce sera en 2030, c'est-à-dire le plafond. On parle du gaz, hein? Oui, 2030. Pour BP, c'est 2025, vous vous rendez compte? C'est le pic, ça ne veut pas dire la fin. Pour l'AIE, c'est 2030. Pour la Shell, c'est 2035. Et pour Total, on considère qu'il n'y a pas de date à fixer, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Donc il est clair que le gaz naturel a un meilleur avenir que le pétrole. Je voulais simplement préciser une chose, je peux retenir de notre... Tout se passe comme si la crise sanitaire
à améliorer les conditions de commercialisation du gaz naturel dans le monde par rapport à ce qui est arrivé au pétrole. C'est pour cela d'ailleurs que les sociétés internationales, seconde, je vois la note, les sociétés internationales consacrent davantage ou le plus gros de leurs investissements dans la filière gaz au détriment de la filière pétrole, et qu'elles travaillent à la faveur d'un mix énergétique alliant les énergies renouvelables en tête, le gaz naturel en deuxième position, et bien entendu, quand il parle du gaz naturel, il parle du gaz naturel décarboné, bien entendu. Il s'agit d'un gaz naturel qui sera soumis au traitement pour séquestrer le carbone, etc. Et enfin l'hydrogène, dont on parle beaucoup maintenant. Bien sûr, notamment pour la mobilité. C'est ça. Dernier point en ce qui concerne le gaz naturel, je vais regarder maintenant. Oui, c'est pas une bonne nouvelle. L'industrie gazière, qui a de beaux jours devant elle, depuis longtemps, il a quand même quelques problèmes. Parce que le gaz naturel, lorsqu'on le compare, on compare sa composition au pétrole, c'est vrai que lorsqu'il est brûlé, au brûleur, lorsqu'il est brûlé, il produit moins de carbone que le pétrole. C'est clair, encore beaucoup moins que le charbon. Mais lorsqu'on additionne ces émissions de carbone tout au long de la chaîne, entre la tête de puits jusqu'au brûleur, il y a un gros problème d'émission de méthane. Le méthane, bien entendu, suit en bonne partie le gaz torché, mais pas uniquement le gaz torché. Et il y a toutes les émissions de méthane sur toute la chaîne de production, y compris dans les usines de liquéfaction, par exemple. Le méthane qui est un gaz à effet de serre. Qui est un gaz à effet de serre, surtout que c'est un gaz qui est 80 fois plus nocif pour l'atmosphère que le dioxyde de carbone. 80 fois plus dans l'état actuel des choses. C'est d'ailleurs pour cela qu'une des premières questions qui sera abordée par la COP26 sera comment faire, non seulement pour réduire le torchage, qui est encore assez fort chez nous, mais aussi pour faire la chasse à tout ce méthane qui est aujourd'hui libéré dans l'atmosphère. Et il y a beaucoup de personnes qui disent le problème finalement, ce n'est pas le CO2. Le problème finalement, c'est le méthane. Parce qu'il est capable, il contribue davantage au réchauffement climatique que le CO2. Voilà ce que j'allais... Ça, c'est une vraie mauvaise nouvelle. Hein. Mais oui, effectivement. Il y a ça, il y a aussi l'hydrogène. L'hydrogène peut être un ami au gaz naturel, peut même l'aider, mais il peut être un concurrent s'il est développé de façon conséquente. L'Algérie a des atouts pour l'hydrogène vert. Hein. L'Algérie peut le produire dans les conditions du renouvelable. Bien entendu. Avant de passer à la COP et à la transition énergétique, il y a deux questions que vous m'avez suggérées lors de notre dernière conversation téléphonique. Mais on va devoir faire vite, c'est Nordine, parce qu'on est arrivé, on est à 1h05, donc on va rester sur la COP. En 10 minutes, on devra boucler cet entretien extrêmement riche. Et donc, je vous laisse faire les arbitrages, hein, vous répondez aux questions qui vous paraissent les plus importantes. Alors, vous m'avez posé ces questions-là, vous m'avez évoqué ces questions, je les aborde ou je ne les aborde pas? Par exemple, vous dites, la taxe carbone va-t-elle affaiblir la rente pétrolière? C'était un peu ma question tout à l'heure, pour faire la transition vers la COP26. Non, pardon. Est-ce qu'elle va affaiblir la rente gazière? Oui. Okay? Oui. On vient d'en parler. Hein. Voilà. Cela dépendra du lieu où elle est prélevée. Est-ce qu'elle sera prélevée
prélevée en amont? Est-ce qu'elle sera prélevée aux émissions en aval, sur les émissions en aval? Est-ce qu'elle sera prélevée à la tête de puits? C'est pas encore décidé. De toute façon, une taxe carbone sera imposée. J'essaie de savoir si c'est nous qui l'imposons ou si c'est les pays consommateurs qui vont l'imposer. Autrement dit, le grand débat aujourd'hui, c'est faut-il taxer la production ou faut-il taxer les émissions? C'est un grand débat qui n'a pas encore dit son dernier mot. Mais on se doute un petit peu que c'est l'OCDE qui va décider du lieu où ça sera taxé. Ça a souvent été comme ça que ça s'est passé. Hein. Je reviendrai tout à l'heure parce que c'est un des éléments de la transition énergétique qu'il faudra aborder de toute façon. On l'aborde. Mais avant de lâcher ce point-là, il est clair qu'une taxe carbone va être imposée. Qu'en ce qui concerne nos exportations de gaz naturel, ça ne peut être qu'un plus, parce qu'elle va contribuer à une amélioration de la demande en gaz naturel pendant encore très longtemps. Parce que l'imposition d'une taxe carbone affecte davantage le charbon, le pétrole, mais pas de la même façon le gaz naturel. Donc, une taxe carbone est souhaitable, elle nous permet d'augmenter nos exportations, toujours avec la condition, est-ce que nous avons suffisamment de gaz à produire? Est-ce que nous avons, une fois que nous aurons fait le plein en ce qui concerne la demande forte de la consommation intérieure, est-ce qu'il nous reste des quantités de gaz? Et ça peut nous aider. L'autre aspect, je l'oublie, j'en parle plus, vous parlez quel est le gaz dans le mix énergétique mondial. Le gaz dans le mix énergétique mondial aujourd'hui, il est important, 25%, moins que le pétrole, bien entendu. À très long terme, il est quand même prévu que même si la consommation de gaz naturel va augmenter, je crois que pendant encore 10 ans ou 15 ans, sa part de marché sera légèrement inférieure parce qu'il y a une augmentation des énergies renouvelables qui peuvent aller jusqu'à 70% d'ici 2050. Voilà. Alors, je vais greffer une petite question dans les enjeux de la COP26 par lesquels on va terminer ce très très riche entretien, Nolden Clausin. Il y a aujourd'hui une sorte de désenchantement à cause des coûts de production de l'énergie renouvelable qui est aujourd'hui perçu comme un facteur inflationniste alors qu'il a pu être vendu à d'autres moments comme étant peut-être un élément de déflation versus le prix du pétrole notamment. Est-ce que cet aspect-là va jouer aussi, va peser sur la réunion de Glasgow? Je viens d'assister à une réunion internationale avec des experts de grand renom où tous les grands opérateurs étaient présents. Ce qui a été établi, après avoir discuté du fait que est-ce que les prix élevés actuels sont la cause de la transition énergétique? Ou est-ce qu'il faut peut-être réduire le rythme auquel on avance dans ce moment-là? Il y a une conclusion qui a été, disons, soutenue par la majorité des pays membres, ou des pays qui ont assisté à la réunion, c'est que il faut s'attendre, quel que soit le scénario, à ce que le coût de l'énergie pour le consommateur, dans son ensemble, ira en augmentation. Autrement dit, on ne peut pas présenter la transition énergétique comme un moyen de réduire le coût pour le consommateur. Des dispositions seront prises pour affaiblir, atténuer ce coût. Mais tout le monde est d'accord pour dire que compte tenu des investissements énormes qui seront requis pour tout ce qui est prévu afin de sortir du carbone,
il serait illusoire de penser que le prix de l'énergie pour le consommateur sera plus faible aujourd'hui. Il ne peut qu'augmenter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut admettre, et ça a été admis. Donc, le consommateur devra payer un prix plus cher. Et certains des investissements qui sont prévus pour la décarbonisation sont encore beaucoup plus élevés que ce qui a été avancé jusqu'à présent, notamment lorsqu'on parle du captage du carbone, lorsqu'on parle également de la nécessité d'avoir à trouver des substituts pour le charbon dans ces pays-là. Alors, il y a un enjeu supplémentaire, Nordin Itlausin, c'est quand même ce qui a été promis par l'OCDE pour aider les producteurs à sortir du carbone, parce que ce sont eux qui vont être les principales victimes. Et on ne voit rien arriver de ce côté-là. Oui, j'y arrive. Parce qu'au moment où on dit que ça coûtera beaucoup plus cher pour le consommateur, on dit aussi, certains ont le courage de dire que l'adaptation à la transition énergétique coûtera beaucoup plus cher aux pays producteurs. Non pas en termes de prix de l'énergie, mais en termes de l'impact qu'elle aura sur leur croissance économique et sur l'avenir de leurs réserves disponibles. C'est un élément qui va certainement être abordé probablement à la COP 26. Effectivement, la COP avait intégré dans ses délibérations l'idée d'un fonds spécial de 100 milliards de dollars par an destiné à aider les pays en voie de développement à s'adapter à la transition énergétique. Cela a été reconnu, cela a été inscrit dans l'accord de Paris. Et cela est justifié par deux principes reconnus également. Le principe de ce qu'on appelle des circonstances présentes, à savoir que les pays dans les circonstances présentes ne sont pas diversifiés. Ils font surtout référence ici à une diversification économique limitée par rapport aux pays de l'OCDE, c'est clair, c'est un des problèmes que nous connaissons chez nous. On n'est pas diversifié. Ou alors, un principe encore plus important, la responsabilité historique incontestable des pays riches dans le réchauffement climatique. C'est vrai, lorsqu'on fait le bilan de la pollution depuis l'ère industrielle jusqu'à maintenant, ce sont les pays riches qui ont contribué à cette pollution. Et par conséquent, vous comprenez une des raisons pour lesquelles, par exemple, l'Inde aujourd'hui dit, bon, on veut m'imposer à moi de me débarrasser du charbon, mais laissez-moi d'abord arriver au niveau de pollution que vous avez amené. Donc il y a cet aspect-là qui doit être pris en considération. Est-ce qu'il y a un lobby organisé des pays producteurs pour justement faire pression et libérer ce fonds de 100 milliards de dollars d'accompagnement à la sortie du carbone? À mon avis, je crois que la COP en elle-même est sincère dans son idée d'essayer de trouver une solution. C'est ce qu'ils appellent une transition juste et équitable, qui répartissent de façon équitable le coût de l'adaptation à la transition entre les pays riches, notamment l'OCDE, et les pays en voie de développement. Je crois qu'il y a une sincérité dans ce domaine-là, mais c'est un problème de timing, c'est un problème de concentration de l'effort. Au moment où on se réunit régulièrement au sein de la COP, on fixe les objectifs, en termes quelquefois précis. On fixe les étapes, les timings, 2050. Et on, effectivement, regarde de façon beaucoup plus proche les problèmes liés à la taxation,
que j'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on taxe la production en amont ou est-ce qu'on taxe les émissions en aval? C'est un problème très compliqué. Il y a beaucoup de temps qui est perçu, qui est consacré à cet aspect. Mais en ce qui concerne le dédommagement ou l'aide prévue pour les pays en voie de producteur, on n'avance pas beaucoup. On est dans ce qui concerne ces modalités, comment elles seront sélectionnées, comment elles seront estimées. Effectivement. Donc, il y a cet aspect-là qui doit être accéléré. Il y a un aspect qui peut peut-être expliquer les raisons pour lesquelles on n'accorde pas au sein de la COP autant d'importance à cet aspect-là, à cet aspect de compensation, dédommagement ou d'aide aux pays développés par rapport aux autres questions fondamentales. C'est qu'il y a ce sentiment dans les pays riches que de toute façon les pays en voie de développement, ils devront s'adapter tôt ou tard. Ils seront obligés de tôt ou tard. Est-ce que ce n'est pas un peu vrai quand même, compte tenu des dérèglements climatiques, de la panique qui s'empare un petit peu de la planète, les règles qui vont être imposées, la taxation, la sortie du carbone va être imposée à tout le monde et peut-être qu'on n'aura pas le dédommagement et l'accompagnement prévu et promis. Effectivement, c'est possible. C'est possible. C'est moi. Mon sentiment, c'est que il y a une sincérité dans l'effort, il y a un désir de justice, d'équité, il y a un engagement d'aider les pays en voie de développement. Je préfère qu'on parle autant de cet aspect fondamental que du reste. Oui. Parce que l'aspect fondamental dépendra justement du reste. Voilà. Il fait un temps où ce genre de problèmes ne sont pas laissés aux pays de l'OCDE, ils doivent être refléter un consensus au niveau international. Vous vous rappelez, bien entendu, les moments où nous avions le dialogue Nord-Sud, où nous avions les dialogues producteurs-consommateurs, vous vous rappelez de tout cela. J'ai l'impression qu'on n'est pas monté au créneau. On n'est pas monté au créneau pour essayer de défendre notre point de vue. On n'est pas monté, en principe, sur une question aussi simple, les taxes à l'importation qui est prévue en Europe et qui sera probablement étendue au reste du monde. Ces taxes sont contraires à l'organisation commerciale, à l'OMC. Est-ce qu'on n'est pas monté au créneau? Est-ce qu'il faut monter? Je ne parle pas uniquement des pays producteurs seuls. Je parle aussi des autres pays qui vont être touchés par cette transition, notamment la Chine, notamment l'Inde. Est-ce qu'ils vont pouvoir être en mesure de baisser la consommation du gaz naturel? Ils le font d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont ne plus utiliser des charbons, ne plus utiliser en Inde et en Chine? On est content de les avoir comme alliés sur ces dossiers-là. Voilà, on va conclure sur cet aspect. On a été très sensibilisés effectivement à la nécessité de monter au créneau sur cet enjeu colossal de la transition énergétique et ses impacts sur les pays producteurs comme les nôtres. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, Nordine. Alors, évidemment, un mot de la fin, si vous le souhaitez, on doit enchaîner avec un bulletin d'information dans quelques minutes. On a pris beaucoup plus de temps. Tfadal. Bon. Vous m'avez dit également dans notre conversation téléphonique que vous vouliez parler de l'amont. On en parlera, j'espère, dans quelques semaines, dans une autre émission. Je pense qu'on va dédier une émission à l'amont en Algérie, à l'attractivité du champ minier en Algérie, du domaine minier. C'est un dossier tellement complexe et vous avez été un acteur de la relance de l'attractivité du domaine minier algérien dans les années 80. Je pense qu'on y consacrera une autre émission pour bien pouvoir en parler. Pas dans les années 80. J'étais pas là. Ah oui. C'était la loi 86. C'était avant et après. C'était avant et après. C'était avant et après, absolument. On en parlera dans une autre émission, c'est Nordine. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tous ces enjeux-là, le marché pétrolier, le marché gazier et les enjeux de la transition, notamment avec la COP26 qui se tiendra le 31 octobre prochain à Glasgow.
Merci beaucoup pour cette performance aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'invités qui peuvent parler de manière aussi précise pendant plus d'une heure à l'antenne. On espère vous avoir bientôt à nouveau sur Radio M. Merci, amis auditeurs, de nous suivre dans l'invité du direct et dans nos autres formats. Radio M que vous pouvez suivre aussi en streaming sur la radio. À très bientôt, comme ça. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre,